Les visiteurs du soir, c'est de 22 h à minuit. À 23 h 30, Clément Pétreau nous rejoindra. Il vient de publier Une maison, sinon rien. Il pense que l'avenir de la France est pavillonnaire. Mais d'abord, venons-en au sujet principal de cette émission, le populisme ou l'antipopulisme, selon de quel côté on se place. Antoine Chollet, vous êtes l'auteur de L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie, qui vient de sortir en librairie et qui prend la question à rebrousse-poil. En effet, pour vous, ce n'est pas le populisme qui est une menace pour la démocratie, comme on l'entend dire souvent, mais l'antipopulisme. La preuve, je vous cite, on projette sur les figures ou les partis dits populistes des caractéristiques qui en réalité appartiennent en propre à la démocratie qu'ils sont censés menacer. Exemple, l'appel au peuple, la démagogie, le culte du chef, tout ça, c'est ce qui caractérise la démocratie pour vous. Non, alors, pas tout à fait. Et pour préciser les choses immédiatement, c'est que la plupart des mouvements, leaders, partis qualifiés de populistes par mes collègues politologues d'ailleurs, mais aussi par les médias, à mon sens, ne sont pas populistes et ne correspondent pas du tout au sens que historiquement le terme avait jusqu'aux années 80-90, en tout cas en français. Donc ce que je repère, c'est que si l'on s'intéresse à ces discours antipopulistes, c'est-à-dire des discours les plus fréquents sur la question du populisme, on voit en effet apparaître un peu à bas bruit, d'une certaine manière, toute une série d'arguments qui en réalité sont des attaques contre la démocratie, l'attaque contre la participation par exemple, l'idée qu'un bon régime fonctionnerait avec une participation limitée du peuple ou d'une partie du peuple, des attaques contre l'égalité aussi, quand même on ne peut pas tous s'occuper de questions politiques, et aussi une attaque contre l'idée qu'il est possible de réformer les institutions, de transformer. On évoquera tout ça, on a le temps, on en parlera. Donc voilà quelques-uns des thèmes. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a une cohérence de l'antipopulisme et qu'il faudrait remplacer le sens majoritaire ou dominant aujourd'hui du terme de populisme par son sens historique, retrouver son sens historique qui désignait en réalité des mouvements de démocratisation, le cas le plus exemplaire étant le populisme nord-américain de la fin du XIXe siècle. Mais pour vous, et c'est le sens de ce livre, le véritable objectif des antipopulistes, c'est d'attaquer les principes de la démocratie, au fond. Alors, bon, certains ne le font peut-être pas consciemment, ça je ne suis pas dans leur intimité politique, mais je pense que c'est l'effet que cela a. Et en particulier sur la question du référendum, par exemple, vous voyez que de très nombreuses attaques contre les mouvements populistes ciblent le fait que le référendum serait un instrument de démagogie, un instrument qui conduirait aux pires catastrophes, alors que le référendum, je suis bien placé pour le savoir comme Suisse, est un instrument de démocratisation et a été mis en place, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis, par des mouvements de démocratisation, des mouvements progressistes, des mouvements qui cherchaient à démocratiser la démocratie. Mais pour nous, le référendum, dans l'histoire française, c'est le plébiscite. Bien sûr. C'est Napoléon III. Alors évidemment, c'est... Tout dépend de qui le déclenche. Voilà. Si les citoyens et les citoyennes peuvent déclencher le référendum, il change de sens. Olivier Dard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette assertion selon laquelle, en fait, les antipopulistes attaquent la démocratie quand ils attaquent le populisme ? Je suis surtout d'accord avec deux choses. La première, c'est ce qui était dit au départ, c'est-à-dire qu'au fond, l'antipopulisme est une espèce de catégorie générique et facile, pour parler comme les politistes, un label infamant que l'on place sur un certain nombre de mouvements que l'on n'aime pas. Et j'ajouterai à tous les arguments qui ont été avancés aussi le registre d'un discours pathologique. Quand le président de la République parlait de la lèpre populiste, on va quand même assez loin dans le rejet et dans finalement la définition ou l'appréhension d'un ennemi. J'ajouterais par ailleurs que ce qui me paraît très important dans la question du populisme, c'est d'abord de repartir effectivement de ce qu'il est historiquement. Donc il a été question effectivement de l'exemple nord-américain, on pourrait aussi parler des Russes. Il faut bien sûr parler de l'Amérique latine, c'est véritablement le terrain, me semble-t-il, essentiel du populisme. Et soyons clairs, jusqu'aux années 1980, le terme de populisme en Europe était relativement peu employé. On l'employait dans un langage savant pour justement désigner des mouvements précis ou des régimes comme ceux de Perón en Argentine ou de Vargas au Brésil ou de Cardenas au Mexique, mais on n'utilisait pas ce terme qui est ensuite entré dans notre vocabulaire, alors pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons, et je suis très content qu'on en débatte ici parce que, encore une fois,
Le populisme, d'ailleurs, qui à mon avis se conjugue plutôt au pluriel qu'au singulier, doit être compris dans un contexte particulier, selon des sociétés bien déterminées. Et pour reprendre, et je terminerai là-dessus sur ce qui était dit, effectivement, on parlait du référendum. Il y a une véritable caricature en France et dans certains pays d'ailleurs d'Europe occidentale de référendums, que ce soit des référendums de révocation ou des référendums d'initiative populaire, en ayant l'air de considérer que ce sont des choses affreuses, nouvelles, etc., quand on sait que dans un certain nombre d'États américains, et vous parliez aussi de la Suisse, ce sont des procédures politiques qui remontent à des décennies, pour ne pas dire plus. On fait le rappel des titres avec Isabelle Piboulot et ensuite je donnerai la parole à Barbara Stiegler et à Bertrand Joly. Le projet de loi France Travail prévoit des sanctions pour les bénéficiaires du RSA. Elles viseront tout individu qui ne se conformerait pas au parcours d'accompagnement au retour vers l'emploi. La Première ministre l'a confirmé lors de son déplacement à La Réunion. Elisabeth Borne achève ce soir sa première visite en Outre-mer, 1 an après sa nomination à Matignon. Engouement présent pour la deuxième phase de vente des billets pour les JO de Paris. En 48 heures, plus d'1 million de nouveaux tickets ont été vendus, la demande étant largement supérieure à l'offre. Cette deuxième phase de vente est consacrée aux billets à l'unité et a vu 4 millions de personnes s'y inscrire pour 1,5 million de billets disponibles. Et puis à un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques de Paris, bonne nouvelle pour Teddy Riner, sacré champion du monde des plus de 100 kg à Doha. Un 11e titre mondial pour le judoka de 34 ans. Le Français a battu en prolongation le Russe Inal Tassov qui concourait sous drapeau neutre. Teddy Riner apporte ainsi à la France un 2e titre dans cette édition des mondiaux et au total une 7e médaille. Barbara Stiegler. Qu'en pensez-vous? Est-ce que quand Antoine Chollet écrit que le véritable objectif des antipopulistes, c'est d'attaquer les principes de la démocratie, le populisme étant caractérisé par les antipopulistes comme on caractérise en réalité la démocratie? Alors je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire l'idée de label infamant. Bon, moi, j'ai pas écrit, je crois pas avoir écrit le moindre article sur le populisme. C'est un terme que j'utilise très peu. Et quand je l'utilise, c'est avec un peu de distance ironique, alors même que je sais que c'est une notion savante, ça a été rappelé ici. Et d'ailleurs, c'est une notion structurante à gauche, et en particulier dans les mouvements dont je me sens tout à fait proche. Ernesto Laclau, par exemple, l'Argentin, argentin, c'est bien ça, hein, a eu, avec Chantal Mouffe, la Belge, un rôle fondamental pour la gauche dite radicale encore aujourd'hui. Pour créer un populisme de gauche. Voilà, le fameux populisme de gauche. Moi, bon, on peut parler de ça plus tard, à un moment, on aura peut-être le temps, c'est pas le sujet. Je ne me suis pas emparée, moi, je n'ai pas eu l'entrée que vous avez eue. La mienne, c'était plutôt la démocratie, et ça reste la démocratie elle-même, c'est-à-dire démos, kratos, peuple, enfin vraiment, voilà. Ce concept, quand même, vient effectivement des Amériques du Nord et du Sud. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, par contre, ma réaction, un peu épidermique, dès que j'entends parler de populisme, immédiatement, un feu rouge s'allume dans mon esprit et je me dis, attention, il semblerait que nous ayons affaire à quelqu'un qui n'a pas très envie d'une véritable démocratie et qui a un peu peur du peuple. Hein. Quand même, en gros, souvent, dès qu'on parle de populisme, alors désolé pour le monsieur qui était là avant et qui était passionnant sur les feux rouges, mais immédiatement, on a cette stigmatisation. C'est vrai qu'il a employé le mot populisme. Il a employé le mot populisme parce que c'est devenu vraiment, ça sature le vocabulaire courant. Moi, très souvent, je trouve que c'est une catégorie très fragile, très idéologique. Et si j'étais méchante, je dirais que ça ressemble pas mal au complotisme. Bertrand Joly. Alors moi, je suis le méchant peut-être de notre tableau, car non, je ne pense pas qu'attaquer le populisme soit attaquer la démocratie, pour diverses raisons. D'abord, il est vrai, en effet, que les deux termes sont à prendre au pluriel. Et que le populisme, vous parliez du populisme américain des années 1990, était un mouvement tout à fait normal de lutte contre la corruption des élites municipales aux États-Unis, qui était en effet un problème absolument énorme. Mais je pense qu'il était vrai ici qu'il y a parfois un certain dédain, disons censitaire, orléaniste un peu, pour le peuple. C'est vrai cela. Mais il n'empêche que le populisme
ce n'est pas que l'appel au peuple. Et encore, le mot appel au peuple sonne bizarrement dans l'histoire de France. On sait ce que ça évoque pour ceux qui ont étudié la période du Second Empire. Mais le populisme, c'est aussi autre chose. Ce n'est pas donc une sorte de volonté de restituer au peuple sa place, sa voix, son pouvoir de décision, car c'est dans une démocratie, c'est lui qui doit décider. Je pense que le populisme a aussi dans son moteur d'autres forces qui sont beaucoup plus inquiétantes. Par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a dans le populisme une sorte de revanche, même de vengeance parfois, dans cette lutte contre les petits opprimés contre les gros. Regardez les sans-culottes pendant la Révolution française, au moment, c'est cette dictature qu'ils imposent dans le Paris de 1794, c'est du populisme pur. Et ce n'est pas quand même un modèle qu'on a envie de revoir. Le populisme, on le retrouve dans d'autres circonstances de l'histoire de France. Le bonapartisme est quand même une forme de populisme qui en a beaucoup servi. Donc, par conséquent, je pense que le populisme, si c'était en effet une sorte de promotion du peuple, oui, on serait tous populistes dans cette acception-là. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et j'ai un dernier mot, on parle de peuple, j'aimerais savoir ce qu'on entend par là, dans la mesure où le peuple, apparemment, certains font partie et d'autres pas. Il y a les réprouvés et les élus. Qui fixe la barre? Où se situe-t-elle? Ça me paraît un peu dangereux de commencer à entrer. On parle de peuple de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il y a un peuple de droite, apparemment. Qui sont-ils? Je ne les vois pas. Peut-être va-t-on me répondre. On va voir. François Bousquet doit être avec nous. Je le salue. S'il est arrivé, le voilà. Oui, je suis là. Peut-être voulez-vous répondre à Bertrand Joly, ou en tout cas à la question que je posais. Oui. Bertrand Joly, dans un deuxième temps, la première, moi je rejoins les positions de la plupart de vos invités. C'est que ce qui brouille notre perception du phénomène populiste, c'est de fait, c'est l'antipopulisme des élites. Hein. C'est cette phobie du peuple. Hein. J'ai toujours en tête les mots de Cohn-Bendit lors de Brexit en 2015 ou 2016. Il y en a marre du peuple. Hein. C'est-à-dire que tous les qualificatifs qui permettent de définir le populisme sont des qualificatifs dépréciatifs, dévalorisant. Il y a une forme de condescendance et de mépris, je trouve, de la science politique dès lors qu'on approche de ce continent populiste. On n'approche d'ailleurs pas sans précaution sanitaire. Olivier Dahr l'a rappelé. On a une tendance à qualifier de manière épidémiologique, presque médicale, la lèpre populiste, on pourrait donner d'autres termes, le péril populiste, le cordon sanitaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle du populisme, qualifier, c'est disqualifier. Donc c'est problématique. Je pense que les deux mots, populisme et démocratie, sont plutôt synonymes, pas vraiment antonymes. Mais de fait, se posent plusieurs problèmes avec le populisme. C'est la question de la définition, c'est la question du contenu. On a parlé de populisme au pluriel, on peut faire qu'une phénoménologie du populisme. Il y a un populisme de droite, de gauche, libéral, antilibéral, post-industriel, sud-américain, nord-américain. En réalité, ça ressemble un peu à un inventaire à l'après-vert, le populisme. Donc c'est quel contenu on met derrière le populisme. Une fois qu'on s'est accordé là-dessus, je crois que oui, il y a une convergence entre la forme de démocratie et de populisme, soit quoi on assiste aujourd'hui, ça a été dit, on a un démos sans Kratos, un Kratos sans démos, un peuple sans pouvoir, et un pouvoir sans peuple, soit quoi on assiste, moi je trouve plutôt, c'est au divorce, de la démocratie constitutionnelle, de la démocratie libérale, parlementaire, historique, qui est là depuis 250 ans, et du peuple, et de la démocratie. Donc on a en gros des libéraux qui sont de moins en moins démocrates, et des démocrates qui sont de moins en moins libéraux. Antoine Chollet, vous écrivez également dans votre livre « Tout se passe comme si les partis dits populistes révélaient le fonctionnement réel de la politique électorale, tout en surgissant comme un nouvel acteur dérangeant ce fonctionnement ». Oui, ça c'est quelque chose qui fait référence aux analyses, notamment de la science politique. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, que les dits populistes, Trump, Bolsonaro, Orban, etc., feraient des promesses dans les campagnes qui ne peuvent pas tenir, mentiraient, auraient des pratiques un peu à distance de la légalité républicaine, on décrit quelque chose qui est le fait d'à peu près tous les partis politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les qualifie de populistes à partir du moment où ils deviennent menaçants en termes électoraux. C'est-à-dire un tout petit parti qui fait 0,5% des voix, personne ne le qualifiera de populiste. En revanche, quand ça commence à faire 20, 30, 40%, voire gagner les élections, comme dans le cas de Trump ou de Bolsonaro, là,
le qualificatif est utilisé. Je précise aussi une autre chose, c'est que pour moi, la plupart des mouvements leaders, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on qualifie de populistes ne le sont pas. Et je pense qu'il y a un danger à les qualifier comme tels et à ne pas les appeler par leur nom. Dans le cas de Bolsonaro, dans le cas d'Orban, dans le cas de Trump, c'est de la droite radicale, c'est de l'extrême droite, c'est aussi des mouvements fascisants pour une partie d'entre eux, notamment Bolsonaro. Je pense qu'il faut retrouver un vocabulaire politique qui est déjà fixé, dont on a des définitions tout à fait opératoires, plutôt que d'utiliser ce terme de populisme qui embrouille complètement et qui minimise la menace de l'extrême droite, par exemple, mais qui, en même temps, minimise aussi une autre menace qui sont les attaques contre la démocratie de la part des partis et des partis en place. Et j'ajoute une dernière chose sur le populisme latino-américain, c'est que, alors moi, contrairement à Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, je n'utiliserai pas ce terme, le qualificatif de populisme pour parler des phénomènes qu'il qualifie comme tels, mais plutôt d'un vieux terme qui est le césarisme, tout simplement. C'est-à-dire l'idée qu'il doit y avoir un leader, une personne qui va représenter ou incarner le peuple, qui va parler pour lui, par exemple, et qui va se dresser contre la bourgeoisie, par exemple. C'était le cas du péronisme en Argentine, donc c'est une autre tradition politique, mais qui me semble très distante du populisme nord-américain, qui lui est de facture purement démocratique. Et d'ailleurs, Ernesto Laclau n'aimait pas trop le populisme nord-américain parce qu'il n'y avait pas de leader dedans. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, toujours sur le processus électoral et pourquoi on disqualifie les populistes, vous dites qu'au fond, les antipopulistes voudraient des élections aussi peu compétitives et aussi prévisibles que possible. En gros, ils réfutent aux autres, qu'ils qualifient de populistes, le droit de participer à l'élection, tout simplement. Oui, finalement, c'est un petit peu ce qui peut apparaître. Il faut des élections qui n'amènent aucune incertitude. Moi, je suis un lecteur de Claude Lefort. Et aucun changement de société. Et aucune réforme radicale. Un parti qui proposerait de mettre en place des référendums, de mettre en place des révocations d'élus, serait immédiatement considéré comme dangereux, supposément contre la démocratie. J'essaye de montrer dans le livre que c'est en réalité une attaque contre l'ordre établi plus que contre la démocratie. Bertrand Joly, vous répondez quoi à ça ? Le référendum, moi, je suis tout à fait favorable. Les républicains longtemps s'en sont méfiés pour des raisons historiques. C'est une bonne idée et c'est ce qui a permis notamment en 1958 au gaullisme d'imposer, grâce au référendum, de briser la résistance de ce qu'il faut bien appeler un corporatisme des parlementaires. Oui, le référendum n'est pas une mauvaise chose, et peut-être même on n'en a pas assez en France, et moi je suis tout à fait favorable au référendum d'initiative populaire. Mais quand Antoine Chollet dit que les antipopulistes voudraient des élections aussi peu compétitives et aussi prévisibles que possible, oui, c'est-à-dire en gros qui surtout ne changent rien, je suis un petit peu sceptique. L'histoire électorale de la France prouve qu'il y a eu des élections, en effet, qui n'ont pas changé grand-chose. Il y en a quand même eu beaucoup qui ont apporté des changements décisifs. En 1936, en 1980, encore qu'on peut en rediscuter. Mais quand même, il y a quand même des moments où la majorité s'inverse et une équipe nouvelle arrive au pouvoir. Oui. C'est sûr. Le populisme, il n'est quand... Enfin, vous me pardonnerez de rester un peu dans l'hexagone, qui est ce que je connais le mieux. Il n'est quand, c'est quand il y a disons-le tout net, une défaillance du pouvoir. Quand les Français sont mécontents de la façon dont ils sont gouvernés. À tort ou à raison, en général, souvent à raison, dans la plupart des cas. Et la réponse, c'est de dire, une réponse qui est quand même sollicitée et encouragée par quelques meneurs, c'est de dire, eh bien, le pouvoir en place n'écoute pas, ne méprise le peuple. C'est une vieille tactique qui a toujours été employée. L'opposition, par définition, elle dit, je parle au nom du peuple, et le peuple est mécontent. Est-ce que ça prouve pour autant que ça donne le droit de sombrer dans des attaques? On a parlé d'attaques contre le peuple, on a oublié des attaques contre le pouvoir. J'ai étudié beaucoup dans mon livre les attaques contre Jules Ferry, qui pourtant est un personnage qui paraît bien peu méchant et inquiétant. On n'imagine pas la haine et hystérique dont il était l'objet. Aujourd'hui, c'est le panthéon républicain, Jules Ferry. Tout le monde est pour Jules Ferry. On oublie que l'extrême gauche et la droite se sont déchaînés contre l'homme qui était l'homme de l'école laïque, l'homme de la colonisation, l'homme de la famine à Paris pendant le siège de 70, etc. Le populisme vit sur la haine aussi. Et il l'alimente, il en a besoin. Il faut se cristalliser sur un nom, sur un symbole fort pour réunir un faisceau de forces qui sont en effet en général épars dans la société. Olivier Dahr. Oui, alors beaucoup de choses à dire, mais je voudrais rebondir à la fois sur ce qui a été dit par Antoine Chollet et Bertrand Joly.
D'abord, peut-être pour souligner l'importance du lien entre populisme, développement du populisme et crise. Ça me paraît absolument fondamental, et avoir aussi à l'esprit que la crise peut être aussi une crise de la représentation. Parce que quand on parle de démocratie, il faut voir justement de quelle démocratie on parle. Et la démocratie en crise, c'est bien la démocratie représentative aujourd'hui. C'est bien de cela dont il est question. Alors, problème de crise, problème de représentation, qui varie évidemment selon les lieux et les temporalités. Et là, je ne vous suivrai pas du tout quand vous parlez à propos du péronisme, du césarisme. Enfin, je veux dire, c'est une réalité extérieure complètement plaquée. C'est bien en Argentine qu'on parle de populisme, on parle de justicialisme. Pourquoi ? Parce que le péronisme résout deux questions, au moins pour un temps. Un, la question de l'intégration des masses que la démocratie libérale a su faire en Europe occidentale avant 14 et que l'Amérique latine n'a pas su faire et que le régime péroniste va mettre en œuvre avec effectivement toute une série de réformes, le vote des femmes en 47, etc. Et puis, deuxième élément qui est très important, et ça distingue effectivement à mon sens du césarisme, c'est la capacité qu'ont ces régimes à justement mobiliser les masses, les mettre en mouvement dans un jeu d'ailleurs constant de va-et-vient, alors qui bien sûr est un jeu autour de la figure du chef, mais un chef parfois très compliqué, parce qu'en Argentine, c'est carrément un populisme à deux, entre Juan Perón et sa femme. Et Eva. Ben oui, c'est... Voilà, donc c'est elle qui fait voter les femmes. Il y a quand même des configurations très particulières, et de ce point de vue, je crois que j'aime bien effectivement les parallèles historiques, ça fait partie du métier, mais je crois qu'il faut effectivement faire attention à ne pas jouer trop avec les territoires et les temporalités, et respecter d'ailleurs dans le cas latino-américain ce qu'un politologue comme Gino Germani avait très bien montré, c'est-à-dire l'importance, la singularité de ce continent américain. Alors par contre, pour Bolsonaro, je suis entièrement d'accord, Bolsonaro n'est pas un populiste. Le populisme au Brésil, c'est Vargas. Bolsonaro, c'est l'héritier de la dictature militaire de 1964. On est loin, effectivement, du populisme. Barbara Stiegler. Oui, ça me confirme dans mes préventions sur cette notion que j'ai depuis toujours, c'est-à-dire que moi, bon, écoutez, ça représente ma génération, et les choses pour moi se sont structurées autour de 2005. Je racontais ça tout à l'heure. Je sors de l'Assemblée nationale. On a eu un colloque extraordinaire tout à l'heure sur le temps libéré, qui est évidemment aussi un temps citoyen. Et ensuite, on a eu de très longues discussions avec les députés, etc. Et donc, l'idée, c'est que, comment dire, à partir de 2005, arrive ce fameux référendum sur un projet de traité constitutionnel. C'est une date fondamentale pour comprendre la notion de populisme, d'antipopulisme ou d'anti-pro-populisme, parce que tout se cristallise autour de ça. Moi, comme beaucoup, je suis issue de ceux qui ont considéré que ce moment était un moment politique extraordinaire et où on s'est tous mis à se passionner pour des choses qu'on ne connaissait absolument pas, certes. Certes, on ne les connaissait pas, on ne connaissait pas le droit constitutionnel nécessairement, on ne connaissait pas nécessairement tous les enjeux économiques qui étaient autour du projet de l'Union européenne nécessairement, et des gens se sont mis à se passionner pour cela. Beaucoup ont dit des bêtises, certes, mais bon, dans la vie, quand on est à l'école et qu'on essaie d'apprendre et qu'on fait plein d'erreurs, ça fait partie. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on fait des erreurs de temps en temps qu'on est idiot et qu'on doit être... c'est un peu comme les discussions qu'il y a eu sur l'épidémiologie des vaccins. Dès qu'on prenait quelqu'un... dès qu'on le prenait sur le fait d'avoir fait une faute sur cette nouvelle chose qu'il découvrait, alors tu es un abruti, rentre chez toi, c'est la chose des médecins, tais-toi. Bon, alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, je suis enseignante, apprendre c'est aussi tâtonner, et donc là on a eu pendant des mois un peuple, le peuple français qui existe, qui s'est mis à se passionner un peu partout, dans les cafés, les librairies, les bibliothèques, etc., sur ces questions très difficiles. Et ce peuple, il a tranché nettement. Ça a divisé les familles, comme le vaccin, enfin moins pire, mais quand même. Il y avait des pros, vous vous souvenez, il y avait ceux qui étaient pour le oui, ceux qui étaient pour le non. C'était quand même... Il y avait un oui de gauche et un non de gauche et un oui de droite. C'était compliqué, il y avait vraiment... Bon, voilà. Alors, n'était pas la folie pure du vaccin, où là, on était quasiment au bord de la guerre civile. N'exagérez pas non plus. Métaphoriquement, je veux dire. Moi, j'ai quand même des gens qui se sont séparés. Je rappelle, il y a des couples qui sont séparés à cause de ça. Il y a des familles qui ont explosé. Moi, je connais des gens qui m'ont dit je ne peux plus voir ma sœur alors que je l'adorais. Enfin bon, quand même, on est dans un délire qui a été évidemment organisé par le pouvoir. Mais si on revient à 2005, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un peuple qui s'est documenté, etc., qui a choisi. Les gens qui ont perdu le référendum n'étaient pas contents. Bon, c'est normal, bon, très bien. Qu'est-ce qui s'est produit après ?
un déchaînement des éditorialistes, y compris de gauche, entre guillemets, qui nous ont expliqué que ce peuple n'existait pas d'ailleurs et que c'était des masses manipulées, complètement aveuglées par la haine de l'Europe, des nationalistes. On était déjà dans le complotisme, en fait. Et donc, il y avait des meneurs. Alors, évidemment, ces meneurs étaient très méchants. C'était certainement Jean-Marie Le Pen et je ne sais plus qui, je ne me souviens plus du casting. Et il y avait peut-être déjà Mélenchon qui était en... Enfin, oui, forcément. Et puis ensuite, il y a le parti de gauche qui est arrivé, tout ça. Bon, ça suffit, ce scénario, au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On ne parle pas de la démocratie. Moi, j'aimerais bien qu'on réponde aux questions qui ont été posées tout à l'heure par nous tous. Le démos est-il une fiction? Le démos est-il une réalité? Y a-t-il, par exemple, quand on regarde la France, y a-t-il des gens qui font partie du peuple et d'autres non? Bruno Le Maire racontait l'autre jour, puis j'arrête mon malogoré, mais l'autre jour, Bruno Le Maire m'a fasciné. Il disait, mais je connais le peuple. Alors, la journaliste, je sais plus où c'est. Je dis, mais ah bon, mais quoi? Oui, je suis élu, je vois régulièrement des gens du peuple. Alors, Bruno Le Maire ignore qu'il fait partie du peuple. C'est incroyable. C'est quelqu'un, le peuple français, il y a tout le monde dans le peuple français, y compris Bruno Le Maire. Mais visiblement, il n'a pas réalisé. Oui. Donc pour lui, le peuple, c'est les gens d'en bas. Et puis il y a ceux qui gouvernent le peuple, c'est-à-dire les gens comme lui. Mais c'est pas ça le démos. François Bousquet voulait intervenir. Oui, sur le 2005 est un moment central dans cette crise de la représentation qu'évoquait Olivier Dard. En réalité, on voit deux blocs émerger, un bloc élitaire, pour parler comme Sainte-Marie, et un bloc populaire. C'est ce que Christopher Lasch avait appelé, il y a 30 ans de cela déjà, la révolte des élites. On avait la révolte des masses dans les années 30, Ortega y Gasset, là désormais on a la révolte des élites. Le peuple est dédié, il est dédié par voie parlementaire, donc on est vraiment au cœur d'une crise de la représentation. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Si on doit donner un contenu positif au populisme, c'est une demande du peuple à être écouté, à être entendu. La voix du peuple a été confisquée, il veut la retrouver. De fait, le peuple, on en parlera, parce qu'il y a un problème de définition, mais le peuple des populistes, en tout cas, entre par effraction toujours dans l'actualité médiatique. C'est le non au référendum de 2005, c'est le 21 avril 2002, c'est l'enterrement de Johnny Hallyday. Donc c'est la protestation du peuple qui veut se faire entendre, parce qu'il n'est pas entendu. Donc c'est une demande, en réalité, le populisme, si on le prend pour ce qu'il est, c'est une demande d'hyper-démocratie. C'est une demande de démocratie peut-être référendaire, mais en réalité, c'est une critique des formes de démocratie qui sont les nôtres depuis 250 ans, des démocraties représentatives, de plus en plus confisquées par des pouvoirs juridictionnels. Je pense au Conseil constitutionnel, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, au Conseil d'État, c'est-à-dire au pouvoir du juge, qui se substitue de plus en plus au pouvoir souverain du peuple. Antoine Chollet, c'est aussi ce que vous écrivez quand vous dites l'antipopulisme, c'est la méfiance envers le peuple, la haine de la démocratie qui n'ose pas dire son nom. Mais oui, il y a quelque chose de la terreur de l'intervention des masses ou de l'intervention des gens ordinaires sur la scène politique. Ça, c'est quelque chose que Jacques Rancière a beaucoup développé dans ses multiples livres. Et si je cite Jacques Rancière, c'est aussi pour répondre à la question de la définition du peuple, parce que c'est une question qui est importante et qu'il ne faut pas éluder. Rancière et d'autres auteurs ont montré que dans toutes les langues européennes, en tout cas, le peuple a toujours un double sens. C'est à la fois le démos, c'est-à-dire l'ensemble de la population ou de la collectivité politique, et aussi une partie de cette collectivité, c'est-à-dire la plèbe, le petit peuple, les classes populaires, comme on les appelle parfois. Et je pense qu'une une appréhension démocratique de la chose est de maintenir ce double sens du peuple. Et le fait de rabattre l'un sur l'autre nous fait forcément perdre quelque chose. Donc Bruno Le Maire, quand il dit « je connais le peuple », il fait allusion à la deuxième signification. Il sépare complètement, mais pour lui, donc, l'ensemble de la collectivité, ce n'est pas le peuple. Donc là, c'est une appréhension, disons, élitiste, appelons-la comme cela. Mais l'idée de dire qu'il n'y a que la collectivité politique et qu'il n'y a pas de fraction à l'intérieur de cette collectivité politique, c'est une fiction libérale, d'une certaine manière. C'est-à-dire tous les individus sont parfaitement à égalité les uns avec les autres, ce qui n'est sociologiquement pas le cas. Et donc il faut tenir cette ambiguïté, et en se souvenant aussi toujours qu'il y a des personnes un peu à l'extérieur de la collectivité politique, les étrangers par exemple, ceux qui n'ont pas le droit de vote, les enfants, dans certains pays les prisonniers par exemple, ou des personnes qui ont été
mises sous tutelle ou sous curatelle. Et ce sont des personnes auxquelles il faut penser lorsqu'on parle du peuple. Et je pense que ça, c'est un problème à ouvrir. Et la démocratie est toujours confrontée à une définition compliquée du peuple. Et sur ce point-là, alors je serais très très réticent à l'idée que un populisme de gauche ou démocratique, permettrait de résoudre le problème. Si on pense avoir résolu le problème du peuple, c'est qu'on n'a rien compris à la démocratie, d'une certaine manière. Barbara Stiegler ? Oui, je voudrais répondre à ça. Au moment où Bruno Le Maire dit je connais le peuple puisque je suis un élu, qu'est-ce qu'il fait ? Il structure au maximum une dichotomie. J'entends, vous avez parfaitement raison sur la dualité, elle est très importante, il faut la maintenir, on est bien d'accord. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il structure, il fige une dualité entre les élus. Qui a le Kratos ? Ça ne peut être que les élus, c'est-à-dire surtout pas le démos. Donc cette manière de parler du peuple, là, c'est pas une appréhension sociale qu'il fait. Ah non, c'est pas je reconnais qu'il y a une stratification sociale. C'est vraiment l'impossibilité de la démocratie qui est énoncée tranquillement par cette formule je connais le peuple, je l'ai déjà rencontré quand je vais sur les marchés. Et vous pouvez donc bien comprendre que c'est pas possible que ce soit lui qui gouverne, ça ne peut être que nous. Et donc c'est la négation de l'idée que qui a le Kratos, c'est le démos, qui est quand même l'idée démocratique. C'est ce que disait Sieyès, il faut des citoyens passifs. Exactement. Alors justement, Bertrand Joly, Antoine Chollet écrit dans son livre l'un des traits constants de la rhétorique antipopuliste, c'est d'instaurer le clivage entre un centre modéré et raisonnable, consensuel, et des extrêmes incohérents et dangereux. C'est la formule actuelle de ce qu'on appelle le macronisme, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la conjonction des centres, qui a pour effet mécanique de faire monter les extrêmes. Parce qu'il n'y a plus deux partis de gauche-droite, c'est trois partis, en fait. Et donc, par conséquent, le centre siphonne la gauche modérée et la droite modérée, et le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'alternative réellement crédible. C'est un système démocratique très bancal. Et moi, je suis plutôt un admirateur du régime actuel tel qu'il fonctionne. Donc, je ne vais pas le défendre. Mais il n'empêche que ça fait 2 siècles plus qu'on se base sur ce qu'est la démocratie et sur son côté représentatif. Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement que, c'est regrettable peut-être, mais il est obligé à un moment donné de déléguer son pouvoir à quelqu'un qui va vous représenter et parler en votre nom. Parce qu'on n'a pas le temps ou on ne sait pas faire. Et c'est cela la démocratie. Et il y a dans cette espèce d'apologie une sorte de spontanéité populaire, avec beaucoup de guillemets autour, une sorte de remise en cause de processus de décision démocratique, où la loi est votée dans des formes légales prises, avec des débats, avec bien sûr des compromis, c'est inévitable dans une démocratie, avec aussi des allers-retours, des reculs, des négociations. L'appel au populisme, c'est quand même une sorte de volonté d'aller vite et de balayer toutes ces phrases d'avocats, tous ces discours d'orateurs, et de faire que le peuple impose sa loi tout de suite. L'histoire a montré que cette pratique-là donne des résultats extrêmement inquiétants. Olivier Dahr ? Oui, je voudrais revenir à la question de la définition du peuple pour rajouter un troisième élément, parce que j'entends bien qu'il y a la plebs, qu'il y a le démos, il y a aussi, et là chez les populistes évidemment plus marqués à droite, il y a la question de l'ethnos. C'est-à-dire que quand on parle du peuple de France, du peuple français, etc., c'est bien ceux qui sont d'ici, eux et nous. Et à cet égard, ce qui est très frappant dans l'histoire du populisme, effectivement, c'est qu'il y a déjà autour de la notion de peuple une polysémie qui rend les choses évidemment très compliquées. Pour rester sur le cas français, si vous lisez, je vais prendre deux figures emblématiques, Fils du peuple de Maurice Thorez, à l'époque secrétaire général du Parti communiste la français. Grande figure du Parti communiste. Et si vous lisez l'autobiographie, entre guillemets, de Pierre Poujade dans les années 50, les uns et les autres parlent du peuple, mais en réalité, ils ne parlent pas du même. Et quand on a parlé... C'est la même chose avec la liberté. Voilà. Quand les gens parlent de liberté, ils ne parlent pas de la même non plus. Mais là, si vous voulez, c'est important parce qu'on a retrouvé ça aussi par rapport à la question des Gilets jaunes. De quel peuple parle-t-on quand on parle des Gilets jaunes ? Et de ce point de vue, là encore, selon les temporalités, selon les lieux, etc., il y a un élément très important à prendre en considération. Et dans la question du populisme, je pense qu'il y a, certes, si on reste dans un registre, disons, social, économique et social, il y a, bien entendu, on parlait de Rancière il y a un instant, toute la dimension populaire, mais ce qui pose aujourd'hui peut-être aussi problème, c'est le décrochage des classes moyennes.
Ça me paraît absolument essentiel. La question des classes moyennes, la question de la France dite périphérique. Et de ce point de vue, si on veut faire des parallèles, alors avec les limites du genre, mais quand même, il y a entre l'époque que nous vivons et un certain nombre d'éléments que l'on peut retrouver notamment dans la France et dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, quelque chose, à mon avis, d'important à prendre en compte, des comparaisons utiles pour bien comprendre que la question de l'avenir des classes moyennes dans nos sociétés est, à mon avis, un des enjeux très importants qui nourrit effectivement une montée du populisme parce qu'il se nourrit aussi d'un rejet des élites et du sentiment de ne plus être considéré et de ne plus pouvoir progresser dans la hiérarchie sociale. De ce point de vue, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel. Dans le populisme, il y a le rapport aux élites, et pas seulement quand on rejette ces dernières, mais au fond, toute la question de ce qu'on appelle imparfaitement d'ailleurs l'ascenseur social est un élément, me semble-t-il. Antoine Chalet, il reste juste une minute là. Pour revenir sur les médiations, il faut pas. La démocratie directe, elle est très institutionnalisée. Dimanche passé, j'étais une Landsgemeinde en Suisse, c'est-à-dire où tous les citoyens s'assemblent. C'est extrêmement institutionnalisé. C'est pas juste le peuple qui tout à coup prend des décisions un peu dans tous les sens. Donc le référendum, c'est la même chose. Il y a toute une armature institutionnelle autour qui permet de ne pas prendre n'importe quel type de décision, n'importe quand, n'importe comment. Et donc je ne pense pas que la distinction soit à faire entre ces deux choses, mais en rappelant qu'il peut y avoir une intervention de l'ensemble de la collectivité politique, en particulier quand les représentants ou les délégués prennent des décisions qui ne nous conviennent pas. Quand on élit quelqu'un pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans, on n'est pas forcément d'accord avec l'intégralité de son programme. On va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et puis on continue ce débat et on va s'intéresser notamment à un certain nombre de manifestations qui ont été interdites. Est-ce que le droit de manifester se réduit en France, comme le pense une bonne partie des Français d'ailleurs, dans un sondage de l'opinion paru il y a une quinzaine de jours. Mais d'abord le rappel des titres. Les académies de Créteil, Versailles et de Guyane en manque d'enseignants. Près d'1 millier de postes ne seront pas pourvus à la rentrée dans le primaire. C'est ce que déplore le syndicat SNUP-FSU au lendemain de la publication des résultats d'admissibilité au concours. L'an dernier, plus de 4000 postes n'avaient pas été pourvus dans le primaire et le secondaire. Entre Israël et Gaza, une trêve est entrée en vigueur ce soir après 5 jours de guerre ayant fait au moins 35 morts. L'Égypte a obtenu l'accord des parties sur le principe d'un cessez-le-feu à 19h. Plusieurs roquettes ont tout de même été tirées, suivies de frappes israéliennes avant un retour au calme. Et puis enfin, 35e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, le PSG a écrasé Ajaccio 5-0. Fabien Ruiz ouvre la marque, suivi par Achraf Hakimi. Kylian Mbappé inscrit un doublé en seconde période avant un but contre son camp de Mohamed Youssouf. Carton rouge en fin de rencontre pour Hakimi. Puis Mangani. Si les Corses sont relégués en Ligue 2, les Parisiens, eux, sont sereins et se rapprochent d'un 11e titre de champion de France. Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. À 23h30, Clément Pétro nous rejoindra. Il publie Une maison, sinon rien. Il pense que l'avenir de la France est pavillonnaire. Il va nous dire pourquoi. Mais pour l'instant, on continue sur l'antipopulisme avec Antoine Chalet, docteur en sciences politiques, professeur à l'Université de Lausanne. Vous publiez L'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie. Barbara Stiegler est avec nous. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur d'Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique et de la démocratie en pandémie. Olivier Dard, vous êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. Votre biographie de Charles Maurras, Le nationalisme intégral, vient juste d'être rééditée. L'on vous doit le dictionnaire du populisme. Bertrand Joly, vous avez longtemps enseigné l'histoire à l'Université de Nantes. Vous êtes l'auteur d'Aux origines du populisme, une histoire du boulangisme 1886-1891. Et François Bousquet, vous êtes le rédacteur en chef d'Éléments, le magazine de la Nouvelle Droite. Vous êtes l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturelle et de biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. Tiens, justement, François Bousquet, suite à la manifestation d'un groupuscule d'ultra-droite dans Paris le 6 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé l'interdiction, a priori, de toutes les manifestations d'extrême droite ou d'ultra-droite. Résultat, 5 événements ont été interdits ce week-end, des hommages à Jeanne d'Arc, la marche
des fiertés françaises et un colloque des royalistes de l'Action française intitulé « La France en danger ». Cette interdiction-là a d'ores et déjà été suspendue par le tribunal administratif ainsi qu'une des cérémonies d'hommage à Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Bousquet ? De l'ironie à l'encontre à l'égard de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisque c'est lui qui a fait pression sur les préfets pour qu'il y ait interdiction de manifestation. Les tribunaux administratifs ont évidemment retoqué ces interdictions. Dans le cas de l'Action française, c'est assez amusant, puisque pour rappel, Gérald Darmanin s'était dit proche de Charles Maurras, fut un temps. À l'époque, il devait être assistant de Christian Van Est, qui est un gaulliste social qui n'est pas très éloigné des positions du maurassisme. On est très très loin du néofascisme. Donc le colloque s'est tenu. Ce que ça m'inspire, c'est qu'on est au cœur de notre sujet. C'est que de plus en plus, cette démocratie dite, ce qu'on appelle la démocratie constitutionnelle, libérale, est de moins en moins libérale, de plus en plus liberticide. On est confronté à une forme de libéralisme autoritaire. Et on est au cœur du sujet parce qu'il y a vraiment un divorce désormais entre cette élite qui est de plus en plus, qui restreint les libertés publiques, dont celle de manifester, dont celle de se réunir, de faire des colloques. Je redis, c'est l'Action française, c'est une école de pensée. Pour ceux d'entre eux, des téléspectateurs qui l'ignorent, qui a nourri l'entre-deux-guerres, qui a produit un nombre de grands écrivains assez conséquent, je ne vois pas en quoi on devrait interdire un tel mouvement. Enfin, c'est aberrant. Donc les tribunaux administratifs ont fait leur travail. Olivier Dahr. Oui, je ne suis pas surpris de la décision du tribunal administratif. Le défilé pour Jeanne d'Arc est une affaire qui remonte à près d'un siècle. Je pense qu'on est là-dedans, on est dans une série d'opérations politiques de la part du gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse peut-être davantage par rapport à ces questions d'interdiction, c'est de souligner quand même à la fois les problèmes que pose aujourd'hui la question des manifestations en France. Il y en a à la fois de plus en plus violentes, mais en même temps, ça veut dire qu'on est finalement incapable de passer par d'autres voies. C'est un premier problème. Et deuxième élément très, très important et très inquiétant d'ailleurs, c'est la difficulté pour les responsables politiques, et notamment pour le principal d'entre eux, à pouvoir circuler. Quand on voit la façon dont... Vous faites allusion aux casserolades, qui ont été aussi, qu'on a voulu interdire de la même manière. Voilà, et à la cérémonie du 8 mai, si vous voulez. C'est quand même tout à fait impressionnant. Et à cet égard, je pense qu'on peut être effectivement inquiet du divorce entre gouvernants, gouvernés Et ça justifie pour vous les interdictions ou les... Je pense que ça ne changera strictement rien. D'ailleurs, la preuve, la justice administrative a considéré qu'elle n'était pas fondée. Voilà, donc si vous voulez, je pense qu'au contraire, ça alimente peut-être encore davantage le sentiment de mécontentement, d'incompréhension, etc. Et à cet égard, je pense que c'est une situation qui est quand même inquiétante pour la question des libertés publiques et encore une fois pour ce lien absolument indispensable quand même entre gouvernants et gouvernés. Enfin, il faut quand même bien que dans ce pays, il y ait à la fois des moyens d'expression de toute force, de toute forme. Ou alors, je ne sais pas bien vers quoi nous allons. Et c'est un peu ce qui m'inquiète. Barbara Stiegler. Oui, alors, mais je crois qu'il faut reprendre les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, on a un gouvernement, effectivement, qui est autoritaire depuis toujours, en réalité, puisque c'est ce que je raconte dans « Il faut s'adapter », ce nouveau libéralisme qui naît entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un nouveau libéralisme qui considère très clairement qu'il n'y a pas de peuple, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une masse, et cette masse, elle est apathique, elle ne comprend rien, elle est inadaptée, et elle va dans la mauvaise direction. Donc il faut fabriquer, fabriquer le consentement des masses, et de préférence de manière douce. Et le problème, c'est qu'on arrive à un moment ensuite, à la fin du XXe siècle, et surtout au début du XXIe, où ce consentement à ce nouveau libéralisme ne marche plus. Enfin, c'était 2005, par exemple, ce moment-là, et on a donc petit à petit, l'autoritarisme apparaît de plus en plus clair, et on passe de la fabrication médiatique à la matraque. Le premier temps, c'est l'interdiction des casseroles, c'est l'interdiction des casserolades. C'est ça qui se passe dans un premier temps. Et on arrive donc, on a poussé, je dis on parce que je participe à ces casserolades avec une joie que vous ne pouvez pas imaginer. On en est à J15 dans l'interville le jeu Macron a défié le peuple
en disant qu'il nous donnait 100 jours et on se retrouverait au 14 juillet, parce qu'il est drôle aussi dans sa manière de provoquer tout le monde. Donc, au bout d'un moment, on se croirait dans la cour de récréation. Donc, nous jouons, nous aussi. Et nous lui répondons, eh bien oui, allons-y, rendez-vous au 14 juillet. Et en attendant, il y a un jeu qui s'appelle Interville Macron Challenge. Regardez sur Twitter, c'est très drôle. Et je ne sais pas qui est en ce moment numéro 1, mais je ne sais pas si c'est Paris ou Lyon. Bon, bref, moi, je participe à ça. C'est très amusant, très créatif. Et là, on est en train de basculer dans un carnaval. Donc, c'est absolument génial. Bon, finalement, c'est une très longue histoire que tout le monde connaît quand on a un peu de culture historique, de la manifestation, les charivaris, etc. Oui, bien sûr. Alors, les casserolades ont poussé, ces casserolades contemporaines ont poussé notre ami Gérald Darmanin à la faute. Enfin... Bref, la Macronie, en réalité, à la faute, puisqu'ils s'y sont mis à essayer d'interdire des dispositifs sonores portatifs, ce qui fait hurler de rire le monde entier. Et donc, ils font cela, donc c'est extrêmement drôle. Enfin, on va essayer de rire, parce qu'il y a un moment où, oui, on pourrait se déplorer et se dire c'est les fascistes qui vont prendre le pouvoir. Puis on peut aussi se dire que l'avenir est ouvert et qu'on est dans un moment où des possibles s'ouvrent à nouveau et on ne sait pas qui mène le jeu et on ne sait pas qui l'emportera. C'est angoissant, je l'avoue. Mais c'est mieux que... d'avoir tout qui est figé. Donc, on a ça. Et là, on a le GUD, je crois, rue d'Assas. Les images sont déflagratrices. Là aussi, le monde entier est effaré. On interdit les casseroles. On laisse passer des néo-nazis en plein milieu de... C'est la fameuse manifestation du CIMEM et qui s'était passée tous les ans depuis des décennies. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont le droit, plus ou moins. Enfin, c'est mais peut-être que les images étaient moins frappantes les années précédentes. Quand vous interdisez des casseroles et que vous permettez ensuite à des gens entièrement masqués de partir avec des signes évoquant vraiment les... On va revoir les images, voilà. Enfin on a eu quelques images pour ils ont été désignés comme, évidemment, le fameux 2 poids 2 mesures, c'était tellement terrifiant qu'ils se sont mis à tout interdire. Et donc, évidemment, vous avez raison, les tribunaux administratifs ne peuvent que casser. Ils sont poussés à la faute de tous les côtés, ils font n'importe quoi. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que... là, il y a une contestation populaire de tous côtés, avec des côtés qui peuvent nous réjouir, des côtés qui peuvent nous inquiéter, mais on est dans un moment de crise démocratique profonde, oui. Mais est-ce qu'on est dans un moment de réduction des libertés individuelles, comme le pensent 64% des Français dans un sondage paru dans l'Opinion? Est-ce que... Bertrand Joly ? Non, je ne pense pas, mais vous attendiez à ma réponse. Le droit de manifester est un droit très compliqué, et surtout c'est un droit récent, ce qu'on oublie. Il ne figure pas dans la Déclaration des droits de l'homme de 89. Le premier texte, si je me trompe, qui en fait état, le premier texte juridique, c'est même pas une loi, c'est un décret d'ailleurs, de 1935, donc très tardivement. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont toujours été très réticents face au droit de manifestation. Aujourd'hui, il est entré dans la législation et dans les mœurs. Et il est protégé par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. Je suis d'accord avec les autres orateurs. Interdire ne sert à rien dans ce cas-là. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne comprends pas très bien pourquoi on multiplie ces interdictions qui, en effet, sont cassées le plus souvent et ne servent à rien. Mais les manifestations, c'est dans les gènes du pouvoir. Les manifestations sont toujours douteuses, suspectes. Et j'ai l'impression qu'il y a un gène acquis. La manifestation toute simple et toute bête qui se produit le 29 février 1948 devant le ministère des Affaires étrangères, qui est pacifique, eh bien, elle met le régime par terre. Et donc, je pense que tous les régimes se méfient beaucoup de ce rassemblement populaire qui peut toujours déraper, à tort, dans 99,9% des cas, c'est évident. Mais ça explique des réticences qui, aujourd'hui, en effet, paraissent sans doute assez vaines et surtout inutiles. Vous voulez rajouter quelque chose, François Bousquet ? Oui, le pouvoir, quand même, a eu peur. Le pouvoir macronien, à 2-3 reprises, a eu peur. Il y a une répression. Alors, on parlait de la manifestation du GUD pour l'anniversaire, la commémoration de la mort de Sébastien Belzieu. On peut parler d'autres manifestations, des Black Blocs, par exemple, dans les manifs contre la réforme des retraites. Au passage, ou les mouvements, le soulèvement de la terre à Sainte-Soline, qui n'a toujours pas été dissous. Mais la vraie crainte, la vraie hantise du pouvoir, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est 10 000 arrestations. C'est-à-dire, quand le pouvoir veut cogner, veut matraquer, il matraque. Non seulement il a éborgné, mais c'est 300 à 400 condamnations. Donc quand le pouvoir a peur, et Macron a eu peur à plusieurs reprises, le deuxième acte des Gilets jaunes avec l'épisode de l'hélicoptère dans le jardin de l'Élysée, rappelez-vous également la fuite au Puy-en-Velay. C'est la fuite à Varennes au Puy-en-Velay. Donc le pouvoir
a vraiment peur du peuple. On a beaucoup parlé de la comparaison avec le Second Empire, qui est en réalité un régime illibéral, pas populiste, mais qu'importe. La comparaison aujourd'hui entre la Macronie, c'est surtout la monarchie de Louis-Philippe. C'est surtout ça. Sous Louis-Philippe, il y avait des casserolades. Thierry Guizot, les ministres de Louis-Philippe étaient poursuivis par les Français avec des casseroles déjà. Et les manifestations, à l'époque, c'était des banquets. On interdisait les banquets. Mais à la fin, il y a un dérapage policier. Et le dérapage policier, il y a un enchaînement qui fait qu'on aboutit à la révolution de 48. Donc là, moi, il y a des points de comparaison assez étonnants entre cette république macronienne, banquière, autoritaire, et le régime de Louis-Philippe, qui était le régime des banquiers, déjà de la haute banque. Il suffit de relire Marx, la lutte des classes en France. Vous verrez, les points de comparaison sont très nombreux. Donc on est confronté à un pouvoir qui a peur, mais il n'a pas peur des Black Blocs, comme il n'a pas peur du GUD, parce que c'est marginal. Les Black Blocs, c'est 1000 personnes, le GUD, c'est 500 personnes. En revanche, il a peur du peuple. Là, oui, pour le coup. Alors, Antoine Chollet, revenons à votre livre. Vous écrivez la rhétorique antipopuliste admet que certains problèmes dénoncés par le mouvement populiste sont réels et qu'il faudrait s'en occuper, mais seulement en acceptant les contraintes des institutions et en confiant leur résolution au pouvoir en place, ceux-là même qui n'ont pas réussi à les résoudre par le passé. Ce serait ça, en fait, cette espèce de cercle vicieux. Oui, c'est un thème qu'on trouve chez Richard Hofstadter, par exemple, l'historien américain qui a été l'un des premiers à faire un usage très extensif du terme de populisme, donc dans les années 50, et qui d'ailleurs s'inspire de ces néolibéraux des années 20 et 30, notamment Walter Lippmann, qui, lui, pensait en effet que le peuple n'existait pas, et je pense que Hofstadter est à peu près sur la même ligne. Toute envie de réforme qui excéderait la mesure est par essence dangereuse. Et sur ce point-là, il faut vraiment rouvrir l'imaginaire démocratique. Enfin, les régimes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas des régimes fascistes, qui ne sont pas des régimes autoritaires, qui sont des régimes, des oligarchies libérales peut-être, ou des états de droit oligarchiques, comme les appelait Castoriadis, doivent être et peuvent être améliorés, peuvent être démocratisés surtout, en partant d'une situation qui est déjà partiellement démocratique, et en particulier par la sédimentation de toutes les luttes dont on a parlé, depuis, dans le cas de la France, depuis 1789 jusqu'aux Gilets jaunes peut-être, en passant par la Commune, en passant par 48, en passant par 36, en passant par 68 sans doute aussi. Et cette volonté de démocratisation doit prendre des formes multiples. Alors ça peut être le référendum, ça peut être les révocations, ça peut être une démocratie continue, c'est-à-dire une intervention beaucoup plus fréquente du peuple au sens de démos dans les affaires politiques. Et sur la question des retraites, alors c'est amusant parce qu'en Suisse, il y a un référendum qui vient d'être lancé contre une réforme des retraites. Si le débat s'était fait, dans le cas de la France, de manière posée, en opposant les arguments des uns et des autres, et puis ensuite avec un vote final que Macron aurait sans doute perdu, eh bien, le panorama politique change complètement. C'est-à-dire que c'est aussi, on lance une réforme en sachant que finalement, ce sera un référendum à la fin qui va trancher. Et donc, vous êtes obligé de faire des concessions, d'aller voir les autres, d'avoir une majorité beaucoup plus large à l'Assemblée nationale. Là, on ne sait même pas s'il y en avait une, puisque c'est un 49-3 qui a clos le débat. Mais vous devez avoir plus que 50%. Enfin, dans un régime qui connaît des référendums fréquents, il faut plutôt avoir 60-70% du Parlement, avec plusieurs partis de votre côté pour pouvoir gagner. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'au fond, quel que soit le sujet agité par les mouvements dits populistes, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit l'écologie à Sainte-Soline, l'accaparement de l'eau, ou le fait qu'on va manquer d'eau, etc., à chaque fois, la rhétorique antipopuliste, c'est de dire, OK, ces problèmes-là existent, mais attention, on va les résoudre, nous, pas vous. Voilà, faites-nous confiance et on voit bien le succès de cette résolution. Sur la question de l'écologie aussi, c'est un autre exemple. Oui, c'est pareil. Face aux mouvements écologistes dits radicaux, le pouvoir dit laissez-nous nous en occuper, on résoudra le problème nous, même si jusqu'à présent on n'a jamais réussi à le résoudre. On va s'adapter. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait une intervention populaire. Parce que sur certains sujets, sans intervention populaire radicale et parfois un peu violente, ça peut arriver, les pouvoirs ne bougent pas. C'est tout à fait évident. Olivier Dahr ?
Oui, ce qui est effectivement, on le voit bien, et dans la façon dont s'est opéré ou a tenté de s'opérer la sortie de crise des Gilets jaunes avec le grand débat national, etc., ou toutes les conventions dites citoyennes, on voit bien qu'il y a une recherche de la part, effectivement, des gouvernants de ce type de solution. Mais je crois que si on regarde les choses avec un peu j'allais dire, avec un peu de recul historique et qu'on revient à la question que nous abordions tout à l'heure sur l'état de la démocratie dans nos sociétés, et en particulier en France, ce qui est aussi frappant depuis un certain nombre d'années, c'est à mon sens deux choses. D'abord, l'effondrement des partis politiques. C'est quand même un élément très important quant à la façon dont un certain nombre de forces politiques, et en particulier les partis de gouvernement, étaient en mesure de rallier à eux des catégories sociales, de faire des propositions, etc., etc. On constate une véritable atonie, pour ne pas dire plus, de ces partis de gouvernement. C'est un élément, à mon avis, tout à fait inquiétant. Premier élément très important. Et deuxième chose, on parlait tout à l'heure des travaux de Sainte-Marie sur le bloc populaire, le bloc élitaire. Il y a aussi, et de Julie aussi sur la France périphérique, il y a aussi toute cette image que montre très bien Jérôme Fourquet avec l'archipel français, c'est-à-dire au fond la difficulté de plus en plus importante pour les gouvernements, et ceux quels qu'ils soient, d'arriver à parler à un peuple français collectif. Et à cet égard, les fractures qui minent cette société, me semble-t-il, sont telles que c'est effectivement extrêmement compliqué d'arriver à trouver par quel biais, finalement, on pourrait transformer, réformer ce pays, sachant que, effectivement, et là, la question des retraites a été intéressante avec le rôle, effectivement, des syndicats, qui ont retrouvé, pour combien de temps on verra, mais un peu d'aura dans le pays. Mais le rapport de nos autorités, de nos gouvernants aux corps intermédiaires, par exemple, est quelque chose de tout à fait, à mon sens, de tout à fait inquiétant, je pense. Mais Olivier Dard, quand on parle de l'archipel français, et j'en ai parlé avec Jérôme Fourquet, ce que je vais vous dire, je lui ai dit déjà, au fond, comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau. C'est vrai qu'on a connu, pendant les 30 Glorieuses, on va dire, tout à coup, une grande massification. On regardait tous le même programme à la télévision, le film du dimanche soir, les grandes vacances, les grands ensembles, etc., etc. Mais si on prend l'entre-deux-guerres, avant la guerre, la France était plus divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans le sens où, simplement, j'entends la différence, que vous naissiez homme ou femme, votre vie n'était pas du tout la même, que vous soyez à la campagne ou à la ville, un bourgeois ou un ouvrier, on ne parlait pas la même langue avant 1914, dans les tranchées, les Français apprennent à parler français, sinon ils parlent tous patois. Donc de dire qu'aujourd'hui c'est l'archipel français, j'ai l'impression qu'en 1914, c'était beaucoup plus l'archipel français qu'aujourd'hui, non ? Sauf que, bien sûr, vous avez raison, on peut parler de Brodel, d'identité de la France. Oui, d'accord. Sauf qu'en 1914, il y a un civisme partagé qui se traduit avec la mobilisation en guerre, dont je ne sais pas si nous aurions l'équivalent. Oh, venez. Je sais pas. Venez dans les casserolades, vous allez voir. Non, mais là, voilà. On n'est pas les tranchées, mais bon. Non, mais on a voilà. l'impression que Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un rapport au collectif qui s'est quand même transformé, avec d'ailleurs, effectivement, on parlait tout à l'heure de la question du néolibéralisme. Alors, je ne suis pas certain que ça date à ce point-là des années 30, je connais très bien le colloque Lippmann, etc. Ça bouge beaucoup avec le rapport aux anglo-saxons au marché, notamment à partir des années 60, même du côté des libéraux français, et surtout dans les années 80. Mais effectivement, avec l'Union européenne, on voit très bien dans les années 80, à partir de la Tunisie, etc., comment, effectivement, ce libéralisme rime avec le marché. On est à ce moment-là très, très loin d'une France gaulienne et du modèle économique qui n'était pas un modèle néolibéral à l'époque du général. Les années 30, c'était juste pour l'élaboration. Oui, j'ai bien compris. L'arrivée au pouvoir, c'est les années 70-80, bien sûr. Dernière question que je voulais aborder, Antoine Chollet, que j'ai prise directement de votre livre. Vous dites ce que l'on reproche au populisme, enfin ce que le discours antipopuliste reproche au populisme, c'est un égalitarisme menaçant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Bon, ça c'est une phrase que Isaiah Berlin avait utilisée dans un fameux colloque de 1967 en disant ce qu'il reconnaissait dans tous les mouvements populistes, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est un égalitarisme passionné. Et je pense que chez une partie des partis politiques en place, l'égalitarisme leur fait peur, tout simplement.
l'idée de dire... Donc le populisme serait inégalitaire et c'est ça qui ferait peur aux antipopulistes. Non, les antipopulistes pensent qu'il y a des demandes d'égalisation, notamment, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, enfin l'idée que tout le monde pourrait s'emparer des affaires politiques, l'idée que la démocratie repose sur l'égalité des capacités politiques. On revient à Jacques Rancière, qui le disait de manière très claire, et que l'égalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne transige pas. Et il y a un autre point important sur la question de l'égalité, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et c'est bien l'angoisse de certaines personnes de se dire, à partir du moment où vous affirmez l'égalité, alors on s'arrête où ? Et bien on prend toujours les mêmes exemples. Et alors les bébés sont à égalité, les animaux, je ne sais pas qui encore. Et c'est un argument qu'on retrouve déjà dans la Grèce ancienne. Platon le dit, même les chevaux ne nous laissent plus passer dans la cité démocratique athénienne. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant sur la dimension générative de la démocratie. Une démocratie, ce n'est pas seulement un régime, c'est toujours une démocratisation. Et évidemment, pour les personnes qui détiennent le pouvoir, une démocratisation, ça signifie d'une certaine manière une réduction de leur pouvoir, parce que ça signifie qu'il va falloir le partager. Bertrand Joly ? Je suis d'accord sur le fait qu'il y a une crise majeure dans notre société, notamment une crise de la représentation, une crise des corps intermédiaires, incontestablement, qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de relais. Ils n'ont jamais été très forts en France, c'est une des faiblesses de notre pays, et donc ils prennent de plein fouet une crise qui est beaucoup plus globale, bien sûr. Mais je pense qu'on pourrait y ajouter quand même une crise du civisme. Être un homme libre, dans une démocratie, c'est d'avoir des devoirs aussi. C'est d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. On parle toujours de droits. Je n'entends parler que de droits. Jamais des devoirs que chacun de nous a. Des devoirs tout simples, tout bêtes. Par exemple, porter secours à quelqu'un qui est en difficulté. C'est le droit, c'est un devoir qui s'impose à chacun d'entre nous. Payer ses impôts honnêtement, etc., etc. Participer aux élections. On le dit. Se plaindre d'un déficit de démocratie quand on ne va pas voter, je trouve ça quand même un peu contradictoire. Je sais bien que voter ne résout pas tous les problèmes et qu'il y a une crise, en effet, du fait électoral, que le système électoral actuellement n'est pas bon et qu'il a besoin d'être corrigé. C'est incontestable. Mais il n'empêche qu'il faut quand même faire son devoir de citoyen. Quand on ne le fait pas, eh bien, on s'interdit quand même de protester dans beaucoup de domaines. Barbara Stiegler ? Faut que je réponde à... Non. Je réponds. D'accord. Alors, moi, par exemple, quand je me rends sur ces places, ces casserolades, quand je dis qu'avec les autres, je dis qu'il faut qu'on soit entendu. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à avoir un pouvoir comme ça qui est en roue libre et qui, de manière de plus en plus violente, non seulement, là, nous impose cette réforme qui est vécue comme on nous prend 2 ans de notre propre vie. Bon, je ne vais pas reprendre tous les commentaires, tout le monde a compris. Mais derrière, c'est l'idée, à partir de maintenant, nous allons sans cesse gouverner par ordonnance. Jusqu'à quand ? Pendant 4 ans, comme ça, à coup de trick, c'est pas possible. Donc, moi, quand je vais quand je participe à ce mouvement, ce qui est le cas depuis le début, je le fais par devoir. Je le fais pas pour mes droits. À la limite, c'est pas la question. Je le fais par devoir. Je considère que c'est quelque chose de civique. C'est pour moi incroyable au moment où il se passe de telles choses que que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas et passent leur temps à aller faire des courses dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux et se disent « Ah bon, il se passe quelque chose en France ?» Alors oui, ils ont le droit d'aller acheter des vêtements et ils ont le droit de consommer, tant mieux. Mais moi, je m'estime plus du côté du civisme quand on est dans un tel moment politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, me réjouit. Je suis comme tout le monde, comme vous tous certainement, très inquiète. Comme tout le monde, je le dis, on nous annonce, moi, depuis que je suis citoyenne, on m'annonce qu'on va vers la catastrophe et qu'à la fin, c'est l'extrême droite qui va arriver. Bon, on voit des comportements là qui ressemblent beaucoup déjà à l'extrême droite, au pouvoir quand même, avec des gens qui sont mis à pied, avec une brutalité absolument sans nom, un déchaînement de violence, des gardes à vue plus qu'abusives. Enfin, on a quand même, je rappelle, tous ces organismes qui sont en alerte sur la France et qui disent la France est en pleine dérive. Donc, on a cela d'un côté, mais de l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, pour la première fois, je suis dans un pays qui se demande qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Et c'est magnifique, depuis les Gilets jaunes, on se pose cette question. C'est formidable, parce qu'avant, ce n'était pas le cas du tout. Moi, j'ai grandi dans un pays dans lequel la démocratie, c'était très simple, c'était le marché, c'était d'avoir le droit d'aller faire son marché, c'était d'avoir le droit de voter pour que des représentants nous expliquent comment il fallait faire. Moi, ça m'a jamais plu, cette vision de la démocratie. J'ai jamais considéré que c'était la démocratie. C'est le gouvernement représentatif qui a été théorisé, effectivement, par Sieyès, etc., et auquel vous semblez fortement attaché, ce que je ne conteste pas. Vous avez le droit, c'est peut-être un excellent... Mais essayons la démocratie.
La démocratie, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est un peuple qui gouverne. Alors, c'est pas un peuple qui gouverne en étant, sa tête ayant la tête de César, ou la tête de Mélenchon, ou la tête de Le Pen, ou la tête de Macron. La démocratie, c'est un ensemble de manières de vivre. Donc, Castoriadis a très bien documenté ça. C'est un régime de vie, c'est des habitudes, c'est toute une manière de vivre dans laquelle il est, en fait, effectivement, plus civique, parfois, de manifester, de s'assembler, d'élaborer ensemble du sens collectif que d'aller faire ses petits achats tranquillement à côté. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que les médias, y compris cette chaîne, n'hésitent pas à présenter, je le dis, les gens qui font des casserolades comme des gens qui sont pas civiques, qui sont à la limite de la délinquance, des terroristes. Alors des terroristes, comment ? Des éco-terroristes quand on veut défendre la question de l'eau. Écoutez, là, vous avez le droit, vous pouvez les défendre, donc vous voyez bien mais que... je les défends, j'ai le droit, personne ne me coupe le... Bon, très bien. Mais je veux dire qu'il y a un moment, le civisme, réfléchissons à ce que c'est être civique, hein, c'est se soucier véritablement de ce que c'est que le bien commun ensemble, et donc de s'engager politiquement, en fait. Hein, donc de s'engager dans la rue s'il le faut. Un dernier mot sur ce sujet, François Bousquet ? Du civisme, oui, elle est centrale. Genre, il n'y a pas de crise du civisme, il y a une crise de la représentation, il y a une crise de la démocratie. Pourquoi les gens iraient-ils voter si leur vote n'est pas reconnu ? Donc c'est normal qu'on ait un tiers de vote protestataire et un tiers d'abstention. On a évoqué le cas du référendum de 2005, mais il faut revenir aux révolutions de 1767 et 89 en France et aux États-Unis. C'est qu'on a mis sur pied des formes de démocratie limitée ou de démocratie substitutive par la représentation, en l'occurrence. On est au cœur ici du libéralisme. Le libéralisme chez Tocqueville, chez Constant, chez John Stuart Mill, c'est pas n'importe qui, hein. C'est la hantise du fait majoritaire, c'est la peur que la majorité débouche sur un pouvoir absolutiste. Donc on a tout fait pour contraindre, pour limiter cette parole majoritaire. Et on a commencé en 89 quand on a transformé la souveraineté populaire en souveraineté nationale. Donc on a désarmé le vote démocratique du peuple. Olivier Dard, pardon, 1 minute. Oui, écoutez, je vais pas revenir. Je voudrais peut-être revenir quand même sur la question de l'antipopulisme, parce que c'était quand même le sujet du jour, pour dire, à mon sens, que ce qui est quand même frappant, c'est que cet antipopulisme des élites, si vous voulez, n'a pas empêché, au moins jusqu'à ce jour, les populistes de progresser. Je pense que simplement les populistes, quelles que soient leurs obédiences, auraient quand même quelque chose à faire, c'est d'essayer d'arriver à sortir d'une logique souvent trop protestataire pour arriver à formaliser un certain nombre de propositions davantage. Parce qu'au Parlement européen, c'est là où ils se retrouvent en grande difficulté face à un bloc central. On va laisser Isabelle Piboulot nous faire rappel des titres et Clément Pétro va venir nous rejoindre et on va s'intéresser à l'avenir, pour lui, la France pavillonnaire.